Les 35 heures pour l'an 2000, c'est l'objectif de Lionel Jospin. Une loi sera déposée d'ici la fin de l'année. Nicole Notat parle de grandes journées pour l'emploi alors que le patronat se dit berné. Jean Gandois, le président du CNPF, sera notre invité dans ce journal. Le coup de théâtre du procès Papon, la cour d'assises de Bordeaux décide de laisser libre à l'audience. L'affaire Pia et le référé intenté par François Léotard pour interdire certaines pages de livres. Le test génétique grandeur nature à pleine fougère pour retrouver un assassin. Le prix Nobel de la paix contre les mines antipersonnelles. Et le départ demain d'un vieux loup de mer, Éric Tabarly, en route pour Carthagène. Madame, Monsieur, bonsoir. Une loi cadre pour les 35 heures et une date butoir, le 1er janvier de l'an 2000, pour toutes les entreprises de plus de 10 salariés. C'est la position du gouvernement à l'issue de la conférence de Matignon sur l'emploi, les 35 heures et l'aménagement du temps de travail. Lionel Jospin a fait cette proposition après avoir écouté l'ensemble des partenaires sociaux toute la journée et il s'est engagé à ce que l'État diminue les coûts salariaux des entreprises qui s'engageront rapidement vers les 35 heures. Nous y reviendrons bien sûr dans le détail dans un petit instant, mais je vous propose d'abord d'écouter Lionel Jospin. Nous avons pour perspective que la durée légale soit à 35 heures pour tous avant la fin de l'actuelle législature. C'est pourquoi sera soumis au Parlement avant la fin de l'année un projet de loi d'orientation et d'incitation qui sera discuté au début de l'année 1998. Il fixera au 1er janvier 2000 la date de passage de la durée légale du travail à 35 heures par semaine pour les entreprises de plus de 10 salariés, ou pour un seuil voisin que nous discuterons dans les semaines qui viennent. Par là, nous fixons un cap, mais vous pouvez constater que nous laissons le temps nécessaire à la négociation. Cette évolution se fera sans baisse de salaire. Il n'est pas concevable de vouloir baisser les rémunérations des salariés, compte tenu notamment de ce qu'a été dans les années récentes l'évolution des salaires. Pour autant, la réussite de la réduction du temps de travail reposera dans l'avenir sur une progression maîtrisée des salaires. Alors voyons maintenant dans le détail avec Luc Bazizin les propositions du gouvernement sur cette réduction du temps de travail. Le projet de loi sur les 35 heures sera discuté à l'Assemblée nationale dès le début de l'année prochaine. 35 heures deviendrait la durée légale du temps de travail dès le 1er janvier 2000. La loi ne s'appliquera qu'aux entreprises de plus de 10 salariés. Avant cette date butoir, c'est-à-dire dès 1998, l'État apportera une aide de 9 000 francs par salarié aux entreprises qui baisseront d'au moins 10% le temps de travail et qui augmenteront par la même occasion leurs effectifs d'au moins 6%. Les entreprises pourront bénéficier de 4 000 francs supplémentaires par salarié si elles vont plus loin, vers les 32 heures par exemple. Autre mesure, elle concerne les pré-retraites. L'État financera à hauteur de 40 000 francs par salarié le départ des plus de 56 ans. Là aussi, deux exigences, il faudra avoir cotisé pendant 40 ans et que l'entreprise embauche en contrepartie. C'est en fait l'extension d'un dispositif qui concernait jusqu'à présent les plus de 58 ans. Alors cette journée de l'emploi aura débuté ce matin à 9h précise pour se terminer 9 heures plus tard. Une bonne journée de travail à l'issue de laquelle les représentants des salariés étaient plutôt satisfaits. Agnès Molinier et Franck Brisset. Il y a longtemps que le perron de Matignon n'avait pas connu une telle affluence. Plus de 250 journalistes venus du monde entier attendaient la décision du gouvernement français. Après 10 heures de suspense, la loi est annoncée, 35 heures en l'an 2000, tout ce que le patronat redoutait. Nous avons été bernés tout au long de la journée. Les représentants des petits patrons ont eux aussi quitté Matignon très déçus. Les syndicats de salariés, en revanche, affichent leur satisfaction. Je crois que ce soir, ceux qui attendaient de cette journée qu'il se passe quelque chose pour l'emploi n'ont aucune raison d'être déçus. Nous sortons de cette conférence avec des points d'appui pour faire évoluer la situation dans un sens favorable à l'emploi. Le débat n'a pas été négatif, il est positif, la forme a été intéressante. On sent que le gouvernement veut faire quelque chose, mais on le sent bloqué par les finances, c'est évident. Avant d'imposer les 35 heures, le gouvernement va inciter par des aides les entreprises à réduire leur temps de travail, une étape qui est en fait un geste politique. La volonté politique, ça a été de dire, nous voulons qu'il y ait 35 heures, nous ouvrons la voie pour la négociation, et évidemment, on force un peu, et les uns et les autres, à aller dans le sens qui est celui que nous pensons bon, c'est le rôle du gouvernement. Les mois à venir diront si les incitations financières prévues pour les entreprises qui négocient suffisent à surmonter les divergences de vues entre le patronat et les syndicats.
Je vous disais en titre, d'ici quelques instants, nous retrouverons Jean Gandois et ses commentaires sur cette loi et ce projet des 35 heures. Ceux qui n'avaient pas été conviés à cette conférence de Matignon ont manifesté toute la journée dans le calme. Manifestation des chômeurs, des femmes, des travailleurs en situation précaire, rue de Varennes, près de l'hôtel Matignon. Et puis Pierre Larouturou, le chantre de la semaine de 4 jours, a organisé lui aussi une contre-conférence sur l'emploi. Et enfin, 4 à 5 000 ouvriers de la métallurgie ont manifesté également à l'appel de la CFDT pour réclamer les 35 heures. Alors Yannick Le Tranchant, vous avez passé toute la journée à Matignon. On vient de voir dans le détail la position du gouvernement. Le deuxième enseignement de cette journée, c'est que la conférence a bel et bien eu lieu avec tous les partenaires sociaux. Oui Benoît, le Premier ministre a réussi en quelque sorte un exploit, rassembler autour d'une même table patronat et syndicats sur un thème qui fâche, la réduction du temps de travail et la semaine de 35 heures. Le CNPF n'a pas quitté la table, même si Lionel Jospin évoquait dès ce matin une loi pour lancer le mouvement, une loi sans autre précision. Le CNPF n'avait pas bronché et l'ambiance restait plutôt sereine. Alors ce soir, vous l'avez bien compris, le climat a changé. Lionel Jospin a fait preuve de fermeté sur les 35 heures. Il y aura une loi sur les 35 heures à partir de l'an 2000. Le Premier ministre prône la négociation pour y arriver. C'est là tout le problème. Comment négocier avec un patronat qui se déclare en guerre, un patronat qui refuse toute négociation et un patronat qui menace de quitter tous les organismes paritaires. Négocier donc paraît bien difficile pour un gouvernement qui joue gros dans cette affaire. Merci Yannick. Alors je vous le disais avec nous Jean Gandois, le président du CNPF. Jean Gandois, bonsoir. Si on se réfère à ce que vous disiez avant la conférence, vous ne vouliez pas de loi cadre sur les 35 heures, vous ne vouliez pas non plus de date butoir, et c'est exactement le contraire qui vous arrive. Alors pourquoi vous dites que vous êtes berné? Je dis que je suis berné, et en réalité je crois que je suis déçu et triste. Je suis déçu parce que personne ne m'avait promis qu'il n'y aurait pas de loi sur les 35 heures. Mais j'ai tellement parlé, j'ai tellement essayé de convaincre, avec des gens qui semblaient m'écouter, que à la fin, vous avez l'impression d'avoir été berné. Je ne reproche rien, on ne m'a pas fait de promesse, encore une fois. Et je suis triste parce que je crois vraiment qu'aujourd'hui, c'est vraiment de la poudre aux yeux. Je crois, hélas, que ce n'est pas du tout, contrairement à ce que disait Madame Notat, qui a oublié ce qu'était une entreprise, si elle ne l'a jamais su d'ailleurs, que c'est un mauvais coup pour l'emploi. Je crois que vraiment nous allons augmenter le chômage. Je crois que vraiment nous allons donner l'impression, une fois de plus, à tous nos collègues étrangers de l'Europe entière, au moment où on veut faire l'euro, que nous sommes le pays le plus archaïque, le plus retardataire du monde entier aujourd'hui. Alors Monsieur Gandois, si vous voulez bien, avant de continuer, je propose d'écouter Monsieur Jospin parce que vous dites que vous avez été berné, que vous êtes déçu ce soir et vous êtes étonné et lui s'étonne de votre étonnement en quelque sorte. Je pense honnêtement que personne à l'issue de cette conférence ne pouvait être surpris en m'écoutant faire des propositions. Et particulièrement pas ceux qui se sont exprimés dans ce sens aujourd'hui. Donc je crois que personne n'a été berné, bien sûr. Donc Monsieur Gandois, les 35 heures, c'était annoncé par la gauche avant qu'elle arrive au pouvoir. Ça avait été redit à l'Assemblée nationale par Monsieur Jospin. Ce n'était pas une surprise pour vous? Non, mais ce n'est pas une surprise. Comme l'abrogation de la loi de Debré-Pasqua, comme la non-privatisation de France Télécom, comme des tas d'autres choses, ça avait été annoncé. Mais on pouvait penser que quand on a fait des erreurs dans une campagne électorale, on en rectifie quelques-unes. Il y en avait d'autres qui avaient été rectifiées. Par conséquent, j'espérais que cette erreur grave pourrait être rectifiée. Malheureusement, elle n'a pas été. Alors, je n'ai pas été berné. Personne, encore une fois, ne m'a promis. J'ai voulu dire que j'étais déçu. Quand vous parlez les yeux dans les yeux avec un certain nombre de personnes du gouvernement et que vous avez l'impression qu'elles vous écoutent et que vous pensez que vous les avez convaincus. Monsieur Gandois, on a un petit peu l'impression ce soir que vous êtes seul parce que tous les syndicats, y compris même les cadres, se félicitent visiblement de l'accord qui est trouvé là. Non mais écoutez, je suis seul. Je représente ici les entreprises. Je regrette que nous ayons des syndicats aussi rétrogrades. Parce qu'il n'y a pas d'autres pays en Europe où les syndicats, dans leur profondeur, je ne parle pas de certains leaders que je connais bien aussi, parce que je travaille dans tous les pays d'Europe, puissent exprimer ce qu'expriment nos syndicats ce soir. Je regrette surtout qu'ils se trouvent dans 1 an et demi ou 2 ans devant des très grandes déceptions. Parce que, enfin,
à quoi joue-t-on actuellement? À quoi joue-t-on? On dit qu'on se reverra 3 mois avant. Pourquoi faire? Pour parler des heures supplémentaires? Mais alors, dans ce schéma, Monsieur Gandois, dans ce schéma, donc il y a effectivement des rendez-vous qui sont prévus, il y a du temps qui est prévu pour discuter. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Vous allez entrer en dissidence, en rébellion? Non, moi je ne veux certainement pas entrer en dissidence ou en rébellion. Les entreprises qui croiront devoir négocier, négocieront. Mais il est évident que, en ce qui concerne les négociations interprofessionnelles, sauf pour les jeunes, parce que ça me paraît un problème capital pour tout le monde dans ce pays. Par conséquent, on ne va pas bouder sur un problème capital. Mais tout ce qui a été annoncé par le Premier ministre sur les grilles de salaire, sur le problème des pré-retraites pour ceux qui ont 40 ans de cotisation, il est bien évident que là, nous ne négocierons pas. C'est tout à fait clair. Alors est-ce qu'il y a des menaces par ailleurs? Parce que je vois que Denis Kessler, votre vice-président, menace en quelque sorte de se retirer, que le CNPF se retire des organismes sociaux paritaires, ce qui est une menace grave. Moi, je n'ai jamais fait une menace de ce genre et je laisse à M. Kessler la responsabilité de ses déclarations. Il me semble en partie irresponsable et pas très lié à ce qu'on vient de faire, de se retirer des organismes paritaires. Je vous ai dit ce que nous ne négocierions pas, parce que ça, il suffit que nous le disions et nous ne le ferons pas. Le retrait des organismes paritaires, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Et surtout, quand on a accepté d'exercer certaines responsabilités, on ne les quitte pas comme ça du jour au lendemain. Alors, M. Gandois, une dernière question sur l'objet des négociations quand même, parce qu'il va y avoir des négociations maintenant d'ici janvier 2000. Vous ne négociez pas sur les salaires, vous dites sur les 35 heures. Vous allez quand même négocier ou pour vous c'est acquis, c'est un fait acquis? C'est un problème terminé. C'est un problème terminé, mais ça ne veut pas dire que une entreprise déterminée ne va pas négocier. Moi, je laisse, bien entendu, c'est bien normal, toutes les entreprises libres de faire ce qu'elles considèrent comme leur intérêt personnel. Ce que vous avez fait, par exemple, à Cockerill-Sambre, en Belgique, dans votre entreprise à vous, puisque vous êtes passé aux 34 heures. Tout à fait, mais vous comprenez quel est le problème des 35 heures? C'est pas 35 heures le problème. Le problème, c'est qu'on veut donner le même costume à tout le monde. Moi, à Cockerill-Sambre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai négocié avec des ouvriers qui sont restés à 37 heures, et parce qu'ils voulaient avoir des augmentations de salaire qui continuent. J'ai négocié avec des employés, des techniciens qui voulaient qui acceptaient de bloquer leur salaire pendant plus de 4 ans si on diminuait leur horaire de 37 heures à 34 heures. Ça suppose qu'on se mette au diapason des gens et au diapason des entreprises. Entreprise par entreprise, je vous ai bien compris, hein, M. Gandois. Entreprise par entreprise, c'est toujours ce que vous préconisiez de toute façon. Je disais aujourd'hui même, il n'y a pas besoin d'être un cadre, un commerçant qui travaille internationalement avec Tokyo, actuellement il est très tôt le matin à Tokyo, et avec Los Angeles c'est moins 9 heures. Vous croyez qu'il a des horaires de travail qui sont ceux des autres? Les horaires de travail vont être de plus en plus différenciés. Merci en tout cas, merci beaucoup à vous, M. Gandois, d'avoir accepté d'être notre invité ce soir et de nous avoir fait part de vos premières réactions après ce sommet de l'emploi à Matignon. Pour être tout à fait complet sur la question, sachez que les questions relatives au salaire, aux emplois et au temps de travail des fonctionnaires seront traitées mardi prochain dans le cadre d'un conseil supérieur de la fonction publique. Le coup de théâtre à Bordeaux dans le procès Papon sur décision de la cour d'assises. Maurice Papon comparaîtra libre tout au long de l'audience. Conséquence immédiate, quel que soit le verdict de la cour, Maurice Papon n'ira pas en prison tant que toutes les voies de recours, autrement dit tant que le pourvoi en cassation n'aura pas été examiné. Colère des parties civiles, certaines ont déjà décidé de se retirer du procès. Sur place à Bordeaux, François Privat et Philippe Dumail. Ce soir, Maurice Papon est un homme libre, au terme de 4 jours de procès. Dès l'ouverture de l'audience, un véritable coup de théâtre secoue les murs du palais de justice de Bordeaux. La Cour vient d'annoncer la mise en liberté de l'ancien ministre. Aussitôt, les parties civiles, atterrées, manifestent leur indignation, leur révolte. Le président a pris ses responsabilités en décidant de le mettre en liberté. Eh bien, je prends les miennes en décidant que nos parties civiles, les enfants les familles des enfants que Maurice Papon a regroupés et a délibérément envoyés à la mort, eh bien, se retirent du procès. J'avoue que nous, on est scandalisés. On serait à moi, hein. Ça veut dire, si je comprends bien, je pense que Maurice Papon, quoi qu'il arrive, même s'il est condamné, il ne sera jamais en prison. Ah, moi je suis outrée parce que je veux dire que pendant 16 ans, j'ai fait confiance à la justice avec tout ce qu'on a pu entendre.
dans ce procès et je pense que la justice française allait faire quelque chose. Et là, je suis fort étonnée de cette chose-là. Le choc passé, je pense qu'il vaut mieux que le procès continue, même dans ces conditions-là, parce qu'on a des choses à dire et il a des choses à entendre. Je vais reprendre ma valise en vitesse et je prends le prochain train. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai peur de mes réactions. L'âge de Maurice Papon, 87 ans, son état de santé, la longueur du procès ont poussé la Cour à rendre cette décision. La Cour estime aussi que tout risque de fuite vers un pays étranger est inexistant. La Cour a dit le droit, et c'est toujours quelque chose d'impressionnant que d'entendre dire le droit et prononcer la justice. À partir de cette décision, le procès peut être équitable. Et par conséquent, à partir de cet instant, sauf cas exceptionnel, je réserverai à la Cour toutes mes explications. En moins de 24 heures, Maurice Papon est passé du statut de prisonnier, placé par l'administration pénitentiaire dans un service de cardiologie, à celui d'homme libre, qui pénètre ici dans un hôtel luxueux de la région bordelaise, toujours sous la protection des policiers. Dominique Verdaillan, bonsoir. Alors remettre en liberté un détenu qui comparaît aux assises, c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui, c'est une victoire pour Maurice Papon, mais c'est une blessure pour les victimes. Rien donc, selon les magistrats, ne justifiait la prison ou même l'hôpital. Pourquoi maintenir plus longtemps en détention un homme qui est libre depuis 16 ans, écrivent en substance les magistrats. C'est donc une décision rare, exceptionnelle, car ce soir, un homme qui est accusé du plus grand crime prévu par notre droit, le crime contre l'humanité, eh bien, bénéficie d'un régime de faveur. Et Dominique, quelles peuvent être les conséquences de cette décision à l'issue du procès? Eh bien, c'est une conséquence que nous évoquions ici même dès mardi soir, à savoir qu'effectivement, si Maurice Papon est condamné à l'issue de son procès, eh bien, il restera libre, car la cour d'assises ne peut pas le réincarcérer. Il restera libre donc jusqu'à l'examen de son pourvoi en cassation, c'est-à-dire dans à peu près 1 an et demi. Mais il y a une autre conséquence, plus proche et tout aussi symbolique. Lundi, dès l'ouverture de l'audience, Maurice Papon, homme libre, peut très bien exiger de s'asseoir hors du box des accusés. Merci Dominique. C'est une première en France. Tous les hommes de pleine fougère âgés de 15 à 35 ans doivent se soumettre à un test génétique depuis ce matin. Il s'agit pour le conseiller Van Ruymbeck qui a pris cette décision de démasquer l'assassin de Caroline Dickinson, cette jeune Britannique retrouvée morte en juillet 1996. À pleine fougère, Olivier Sioux. Pleine fougère dormait encore lorsque les techniciens de la police scientifique, tôt ce matin, ont pris possession de la mairie. Bientôt rejoints par le conseiller Van Ruymbeck, ils se sont installés dans les 2 pièces aménagées au premier étage, où à partir de 8 heures, les premiers convoqués se sont succédés de quart d'heure en quart d'heure. Un petit peu d'avance, il y a des provocations. Oui, 8h20. On fait un prélèvement dans la bouche, sur la joue, à l'intérieur bien sûr. Un prélèvement de chaque côté refait une autre fois, c'est-à-dire 2 prélèvements par joue. On nous passe une sorte de petite brosse à dents pour nous enlever des substances à l'intérieur de la bouche et puis c'est tout, quoi. Après ils posent les scellés et puis voilà. Ces tests génétiques systématiques arrivent en tout cas bien tard, plus d'1 an après le meurtre et le viol de Caroline Dickinson. Mais le maire de Pleine Fougère espère lui qu'ils permettront au moins de laver de tout soupçon ses administrés. Si l'opération qu'ils ont aujourd'hui a au moins un point positif, ce sera de lever toute suspicion, parce que je suis tout à fait persuadé qu'il y aura évidemment un bilan négatif, du moins de l'opération. Une conviction qui n'est pas unanimement partagée. Dans la nuit, un groupuscule anarchiste a bombé la façade de la mairie et déposé des tracts appelant au boycott des tests. Pour avoir lui-même refusé de s'y soumettre au cours de l'enquête, le directeur du foyer logement s'est retrouvé en garde à vue avant d'être disculpé. Il en fait une affaire de principe. J'estime que ces tests qui sont présentés comme un devoir civique et comme, disons, un acte de civisme volontaire ne sont en fait, disons, que des mesures coercitives déguisées et tout à fait contraires à l'esprit de la loi. Qu'on me dise en quoi cette opération, où les gens sont invités, où ils sont libres de venir et dont il ne sera conservé aucune trace, qu'on me dise en quoi il y a une atteinte quelconque aux droits de l'homme. Liberticide ou pas, les tests génétiques ont encore un bel avenir à Pleine Fougère. Une deuxième opération pourrait être organisée d'ici 1 mois sur les 35-55 ans si la campagne en cours se révèle infructueuse.
Pour la première fois depuis les révélations d'André Rougeot et Jean-Michel Verne sur l'assassinat de Yann Piat, les deux auteurs du livre ont dû s'expliquer devant un tribunal à Paris. François Léotard, par l'intermédiaire de son avocat, Patrick Devedjian, exige en référé la suppression de 17 passages de ce livre. Pascal Doucet-Bon et Emmanuel Beck ont suivi l'audience pour nous. Sortie d'audience, des journalistes face à d'autres journalistes. André Rougeot et Jean-Michel Verne n'ont pas apporté de preuves à leurs accusations. Pour leur défense, leurs avocats et celui de l'éditeur Flammarion ont avancé des arguments de procédure et le fait que plusieurs informations du livre sont déjà parues dans la presse par le passé, sans faire l'objet d'actions en justice. André Rougeot et Jean-Michel Verne ont eu à entendre les propos très durs de la partie adverse et être victimes d'un lynchage médiatique. Les mots qui ont été prononcés récemment m'ont profondément blessé. Je suis choqué sur l'attitude de certains directeurs de publication. Je peux très bien ne pas répondre pour le moment. Voilà. Est-ce que vous comptez répondre? On verra. François Léotard demande la suppression de 20 pages, celle où il est accusé sous le sobriquet de Lancorné d'entretenir des liens avec la mafia et d'avoir commandité l'assassinat de Yann Piat. Maître Patrick Devedjian, député RPR et avocat de François Léotard, ne réclame pas la saisie de tout l'ouvrage au nom, dit-il, de la liberté de la presse. Il demande uniquement la preuve des accusations contre son client. Il ne les a pas eues. Leurs accusations sont totalement gratuites. C'est d'ailleurs la seule chose qui soit gratuite dans cette affaire, c'est leurs accusations, parce que pour le reste, tout est grave. Et puis, ils se sont réfugiés dans le maquis de la procédure pour essayer de nous dire qu'il fallait attendre 2 ans pour qu'on se fasse juger et qu'en attendant, ils pouvaient vendre leurs livres. André Rougeot et Jean-Michel Verne devront attendre lundi, 14 h, pour savoir si leur livre sera ou non amputé des passages litigieux. Et en attendant, le livre, lui, se vend particulièrement bien. 60 000 exemplaires se sont déjà arrachés en quelques jours et Flammarion, l'éditeur, sort chaque jour 7 à 8 000 exemplaires de plus. L'enquête, elle, se poursuit. La direction de la protection de la sécurité et de la défense, la DPSD, tente de mettre un nom sur le mystérieux informateur des deux journalistes. Mais au vu des incohérences du portrait robot, il pourrait s'agir en fait de plusieurs militaires. Laurent Boussier et Hervé Brosini. Qui est l'informateur d'André Rougeot, le co-auteur de l'affaire Yann Piat? Le fameux général est-il un ou plusieurs militaires? Probablement un réseau d'officiers. C'est la très sérieuse hypothèse sur laquelle travaille la DPSD, la direction de la protection du secret défense. 3 hommes y seraient actuellement interrogés. Cette investigation militaire fait feu de tout bois, du mystérieux groupe d'hommes jusqu'à ceux qui informent sur lui, qui lâchent des noms dans la nature. Et d'abord, pourquoi cet acharnement sur la DRM, la direction du renseignement militaire? Sur ce sujet, le livre accumule les incohérences. On n'entre pas dans ce service avant d'être commandant. Cette affirmation du général ne résiste pas à une simple visite dans les locaux de la DRM à Creil. Ici, comme partout dans les armées, du sergent au colonel, tous les grades sont représentés. Autre affirmation surprenante, l'existence d'une photo prise par la DRM de Lancorné et du mafieux Totorina en 84. Impossible, en 84, la DRM n'existait pas. Extrêmement difficile aussi de passer inaperçu dans le fief du boss mafieux. En 84, il était en cavale, clandestin. Son visage restait une énigme pour les polices italiennes. Incohérence toujours, technique celle-là, l'utilisation par un gendarme du réseau Rita. Ce système de transmission, purement militaire, n'est déployé qu'en opération, jamais dans les gendarmeries ou les voitures de police. Enfin, la fulgurante carrière du général. 3 grandes écoles, commandant à 25 ans, unique condamné, réintégré après le putsch d'Alger en 61. Décidément, les invraisemblances sont trop nombreuses dans ce livre. Derrière la façade politico-militaire, les buts réels de l'ouvrage restent encore nébuleux. Au procès de Gérard Longuet, l'ancien ministre UDF poursuivi pour les facilités de paiement dont il a bénéficié pour la construction de sa villa tropézienne. Le procureur est surpris par la fermeté de son réquisitoire. 18 mois de prison avec sursis et 1 million de francs d'amende requis pour l'actuel président du Conseil général de Lorraine. Il y a des élus, a dit le procureur, qui se croient au-dessus des lois. Leur comportement pollue le fonctionnement moral de la démocratie. Le jugement devrait être rendu le 14 novembre. Michel Mouillot, l'ancien maire de Cannes, est sorti visiblement très affaibli de l'hôpital Pasteur de Nice. Michel Mouillot, qui est sous le coup de 3 mises en examen pour corruption, était emprisonné depuis le 19 juillet 1996. Il avait engagé une grève de la faim pour protester contre la durée record de sa détention préventive. Michel Mouillot, donc, qui est sorti cet après-midi de l'hôpital.
À Vitrolles, la justice tranche en faveur du sous-marin. Le tribunal des référés d'Aix-en-Provence a ordonné la restitution à l'association culturelle des locaux du sous-marin, dont ces locaux avaient été murés sur décision de la municipalité du Front National de Vitrolles. Mais la bataille juridique est loin d'être terminée. Cette décision est d'ores et déjà contestée par la municipalité. On l'avait appelée la martyre de l'autoroute A10. Il y a 10 ans, les employés de l'autoroute découvraient le corps d'une fillette d'environ 3 ou 5 ans dans un fossé. Elle portait des traces de brûlures et même de morsures humaines. Après 10 ans d'enquête infructueuse, le dossier est refermé aujourd'hui sans qu'on ait même pu mettre un nom sur la victime. Olivier Caroff et Frédéric Delarue. Dans le cimetière de ce village près de Blois, une tombe d'enfant, pas de nom sur le monument, juste une phrase. En 1987, on avait retrouvé le corps de cette fillette, mutilée, portant des traces de morsures humaines, à quelques kilomètres de là, au bord de l'autoroute A10. Les enquêteurs n'ont jamais pu établir son identité. La justice a décidé de refermer le dossier par un non-lieu prononcé cet été. Les habitants du village l'ont appris ce matin par les journaux. Les gens regrettent quand même de ne pas connaître au moins l'identité de la petite fille. Si c'est pas l'identité du coupable, au moins l'identité de la petite fille, quoi. Mettre au moins un nom sur sa tombe. Non, là, c'est un inconnu. Mais je pense que sa tombe sera toujours garnie. Tout le monde, il y a sûrement des gens de qui s'en occuperont toujours. À l'époque, devant la tombe de l'enfant, le procureur avait juré de tout mettre en œuvre pour trouver le nom de la victime et celui de ses bourreaux. La gendarmerie a visité toutes les écoles de France en vain. Ce portrait a été diffusé dans plus de 30 pays différents sans succès. Et malgré la haute technologie mise en œuvre, aucun indice, aucune piste. Il y a 3 ans, un nouveau procureur lançait un second appel à témoins sans plus de résultats. En lançant cet appel à témoins 6 ans après, au fond de moi-même, je me disais qu'il y avait quand même assez peu de probabilités pour aboutir. Je pense qu'un appel à témoins doit se lancer 2 ans après. Vous savez, retrouver des témoignages et reconstituer des témoignages 6 ans après, c'est quand même en grande partie une gageure. Seul espoir désormais qu'un fait nouveau permette à la justice de réouvrir le dossier. Malgré le non-lieu, ce meurtre reste imprescriptible pour la décennie à venir. Un fût de 40 kilos d'un produit très toxique a été volé dans une entreprise de produits chimiques du Pas-de-Calais. Le produit s'appelle le Femproporex. C'est une poudre blanche assimilée à du cyanure et qui peut être mortelle même si elle est largement diluée. Alors si vous avez des informations sur ce fût, si vous l'avez volé même, vous pouvez toujours appeler la police judiciaire de Lille au 03 20 42 70 2 fois, 03 20 42 70 2 fois. Le prix Nobel de la paix pour les associations qui luttent contre les mines antipersonnelles, 1 millier d'ONG dans 60 pays qui veulent éradiquer ces objets qui tuent ou mutilent 26 000 personnes, notamment des enfants, chaque année dans le monde. Vincent Nguyen et Pascal Stelletta. La nouvelle a fait grand bruit. Le comité Nobel norvégien a décidé ce matin de récompenser les efforts du comité international contre les mines antipersonnelles et ceux de sa coordinatrice américaine, Jody Williams. Elle était à Oslo il y a 1 mois à peine. Avec d'autres membres d'organisations non gouvernementales, elle était venue maintenir la pression dans une conférence internationale. 89 pays y négociaient le futur traité d'Ottawa pour l'interdiction totale des mines. Ce fut un succès. Seule ombre au tableau, le refus des États-Unis. Aussi pour le comité, l'attribution du prix Nobel de la paix tombe à pic. Clinton va avoir beaucoup plus de mal qu'avant à affronter son opinion publique qui aujourd'hui se demande pourquoi les États-Unis se retrouvent du côté des Chinois, des Libyens ou des Russes qui refusent l'interdiction des mines. Elles sont plus de 110 millions disséminées dans le monde. Les mines antipersonnelles tuent ou mutilent une personne toutes les 20 minutes. Héritage de la guerre, c'est en temps de paix qu'elles font le plus de victimes, des civils. C'est le discours que les 1000 associations du comité international ne cessent de marteler avec l'aide de quelques célébrités, comme Lady Diana. Ce prix Nobel sera peut-être perçu comme un hommage posthume à l'engagement de la princesse. Il encouragera surtout des centaines de milliers de militants qui ont juré de se battre jusqu'à ce que la Terre soit définitivement débarrassée de ses mines. On estime qu'il faudra pour cela plusieurs siècles et des milliards de dollars. Et cette décision du jury d'Oslo a été relayée au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Jacques Chirac a lancé un appel solennel aux 40 États membres pour qu'ils signent en décembre le protocole d'Ottawa qui interdit justement les mines antipersonnelles. Un protocole que les États-Unis, vous le savez, pour l'instant, refusent de signer.
En Italie, le réveil a été difficile ce matin au lendemain de la chute du premier gouvernement de gauche de l'après-guerre. La chute de Romano Prodi, abandonné par les communistes, est qualifiée de dramatique, voire dangereuse par les journaux. À Rome, Isabelle Stess et Maryse Richard. Éprouvé mais souriant à Strasbourg ce matin. Une dernière visite pour Romano Prodi chez ses amis européens. L'Europe, c'est pourtant elle qui a fait tomber le président du Conseil italien. Hier, devant les députés, Romano Prodi annonce sa démission. Au terme d'un débat parlementaire houleux, les communistes, alliés de la coalition gouvernementale, ont dit non au projet de budget, non aux 80 milliards de francs d'économie qui devaient porter l'Italie dans l'Union monétaire européenne. 514 jours de pouvoir pour un combat qui était presque gagné. Avril 1996, Romano Prodi gagne les élections, portant pour la première fois la gauche au pouvoir. Pour cet économiste, un objectif, conduire une Italie à la traîne sur le chemin de l'euro. Aujourd'hui en Italie, il y a une inflation que c'est à 1,5, la plus basse inflation des dernières 30 années. Nous avons des résultats économiques et financiers extraordinaires et justement ça c'est la raison pour laquelle la crise est fou et en tout cas nous ne sommes pas les premiers. On peut dire que Juppé l'a tombé avant de nous. Romano Prodi, lui, est tombé sur le critère de convergence le plus difficile, la réduction de la dette de l'État. Cela supposait notamment la baisse des retraites. Les communistes ont dit non. Un pays qui renoue avec les crises à l'italienne. C'est maintenant au chef de l'État, Luigi Scalfaro, de désigner un nouveau président du Conseil. Encore faut-il trouver une majorité parlementaire. Autrement, il faudra aller aux élections avec le risque d'une instabilité gouvernementale qui compromettrait définitivement les chances de l'Italie face à l'euro. Un pari maintenant lancé par une association, mobiliser les chefs d'entreprise pour qu'ils offrent en une semaine 1000 emplois aux handicapés. Disney, près de Paris, a déjà répondu présent en offrant 500 emplois. Philippe Boisserie et Pascal Pueyo. Chez Mickey, le principe est simple, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Enfin ça, c'est côté parade, car côté coulisses, au pays des hommes, il faut vivre avec des soucis. Celui de Christelle claque en 2 mots, déficience mentale. Tout le monde pensait, même les organismes spécialisés, qu'elle ne pourrait intégrer qu'un centre adapté. Aujourd'hui, Christelle travaille à Disneyland Paris. Facile quand même. On ne se trouve pas du premier coup. Il faut faire un stage. Il faut faire un stage, après, si ça marche bien, on s'embauche. Ils ne vont pas embaucher si on n'a pas fait l'essai. Et là, ça a bien marché. Ouais, ça a bien marché. Tout n'est pas toujours aussi idyllique. 2 tiers des entreprises préfèrent payer une taxe plutôt que d'embaucher des handicapés. Stéphanie en a fait l'expérience. L'image de l'entreprise passe à travers les employés, notamment en contact direct avec le client. Et pour eux, ils n'arrivent pas à gérer l'impact que ça peut avoir sur le client. Donc ils préfèrent pas se lancer. Ouais. Disneyland a fait le choix inverse, non sans difficulté parfois vis-à-vis de certains managers. Et si elle économise 9 millions de francs de taxes, elle préfère insister sur l'aptitude des employés. Dans cette école de musique, on est loin des 9000 salariés du parc d'attractions. Ici, il n'y a que 10 emplois et 3 personnes handicapées. L'entreprise a fait ce choix par les subventions qu'elle peut ainsi toucher, mais aussi par la compétence de ses recrues. Surmotivés, oui. Surmotivés parce qu'ils ont une motivation peut-être de gagner leur vie, mais aussi d'accomplir leur vie normalement. Reste un problème, celui du regard de l'autre et notamment du client. Chez Disney, un personnage familier parade dans la rue, le bossu de Notre-Dame. Peut-être aidera-t-il à voir différemment les handicapés. L'opération se termine lundi à 21 h. Vous pouvez donc encore appeler ce numéro vert, le 0803 06 06 06, 0803 06 3 fois. Une expédition française, Inland 6, vient de battre un record, celui de descente dans les glaciers du Groenland. Depuis 8 ans, Jeannot Lamberton explore les glaciers de la Grande Île Arctique, un voyage dans un monde irréel. Éric Perrin et Patrick Voix. À chaque explorateur, sa terre promise. Pour Jeannot Lamberton, pionnier des expéditions intraglaciaires, le Groenland en été, c'est un peu le paradis. Les fontes estivales créent ce que les spécialistes appellent des moulins, des puits qui peuvent se refermer à n'importe quel moment. Le danger dans cet univers fragile et instable, c'est de se laisser griser par la beauté. Ici, la paroi parle.
Quand on voit une couche blanche, c'est la neige accumulée pendant l'hiver. Une couche bleue, c'est la neige fondue pendant l'été, donc l'été arctique. Blanc plus bleu, ça fait une année. Et ce qui est fascinant quand on descend dans ces moulins, c'est qu'en vite, on comprend qu'on descend dans la mémoire de la Terre. On dirait un jacuzzi ici. Il y en a un là aussi, ben on en a un chacun, c'est parfait. Ok. C'est magnifique, hein, magnifique. Cette année, l'expédition Inland 6 a battu un record, moins 190 mètres. À cette profondeur, la glace s'est âgée de 50 à 100 000 ans. Quand on caresse cette glace, d'ailleurs, puisque c'est la glace blanche, elle est bulleuse, elle est remplie d'oxygène. Quand on la caresse, dans les mains, dans la paume des mains, elle pétille. Et c'est l'air qui se dégage. On a l'impression de respirer en même temps l'air de 100 000 ans, l'air de nos ancêtres. Rêves glacés, rêves bleutés, cathédrales éphémères qui s'offrent à ces hommes en quête d'absolu. Après l'or de David Douillet hier au championnat du monde de judo, c'était au tour de Jamel Bourras d'entrer en ligne. Malheureusement, il devra se contenter de l'argent. En revanche, la Française Séverine Vandenende accroche l'or dans la catégorie des moins de 60 kg. Yann Lavoie et André Germain. Lorsqu'il ne reste que quelques secondes et que l'on est mené au score, il faut tout tenter. C'est ce que fait Jamel Bourras. Hélas pour lui, il est contré. Le champion olympique s'incline en finale des championnats du monde. Le grand frère de Jamel, David Douillet, est effondré. Mais c'est aussi dans ces instants difficiles que les liens qui unissent les judokas français se resserrent. Finale de championnat du monde, c'est bien, mais bon, quand on aime gagner, hein, c'est toujours chiant, d'être deuxième. Le contraste est saisissant. Voyez maintenant la joie de Séverine Vandenende, qui a enfin prouvé qu'elle méritait la confiance des sélectionneurs. Elle devient championne du monde des moins de 61 kilos. Et qui plus est, devant son public. Je suis sur un nuage, c'est merveilleux. Séverine Vandenende, France. La moisson de médailles pour l'équipe de France est bien entamée. 5 médailles, dont 3 d'or, après 2 journées. La Transat Le Havre-Carthagène départ demain à 15 h avec parmi les concurrents le plus célèbre et le plus vieux navigateur français, Éric Tabarly, accompagné d'Yves Parlier. Son portrait, Alexandre Cara et Jean-Marc Sursa. Une maison un peu comme un bateau de pierre échoué sur la terre ferme. C'est ici, au cœur de la Bretagne, près de Bénodet, que le marin le plus célèbre de France a décidé de jeter l'ancre. Avant, j'habitais nulle part. J'avais pas de maison, j'avais pas de domicile fixe. Après plus d'un demi-siècle, après avoir sillonné toutes les mers du globe, Tabarly ne compte plus les trophées, mais il n'aime pas beaucoup la nostalgie. Moi, je fais pas d'archives. Moi, ce que j'aime, c'est avoir les photos de mes bateaux. Mais les photos de moi, j'en ai rien à faire. Pas de photos du marin, mais partout des bateaux. Tabarly est le chef d'une famille nombreuse, la famille Pendwick. Le premier, qui est le bateau de mon enfance et qui est toujours le bateau que j'ai pour me faire de la croisière. Pendwick 2, c'est la transatlantique de 64. Le lieutenant de vaisseau Éric Tabarly, à bord du Pendwick 2, a remporté aujourd'hui la course Plymouth-Newport et a battu le record de l'épreuve en 27 jours. 64, c'était la première grande victoire. 76, le plus beau des souvenirs. Sportivement parlant, elle représente beaucoup à mes yeux. Moi, je suis content d'avoir mené Pendwick 6 en solitaire, parce que c'était un bateau difficile, et pas fait pour ça. À 66 ans, Tabarly cède encore et toujours aux sirènes de la voile. Il y a 4 ans, il avait fait un retour remarqué dans la Whitbread. Aujourd'hui, il est l'équipier de Yves Parlier, un skipper de 30 ans son cadet. Ensemble, ils mettent les voiles pour une nouvelle transat. Et c'est vrai, il y a des regards qui en disent long. Et des images pleines de sens maintenant pour alimenter votre réflexion sur l'espèce humaine et sa relation avec les animaux. Ça se passe à Saragosse, comme vous le voyez dans une arène, et comme vous voyez, ce n'est pas l'homme qui est en meilleure situation. Voilà, je vous rappelle que le taureau est un animal à poil. Voilà, trophée sur les cornes.
On arrive à la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet et le point route avec Valérie Maurice. Le dernier journal, c'est Florence Duprat vers minuit. Je vous retrouverai bien sûr demain à 13h. Bonne soirée sur France 2.